monsieur Florian Philippot, est-ce que c'est depuis tout petit que vous n'aimez pas l'Europe ? J'ai pas de souvenir de l'avoir un jour approuvé, c'est vrai, puisque même tout petit, j'étais déjà triste du traité de Maastricht, ouais. Intuitivement. Et puis ensuite, plus conscient politiquement, je me suis rangé derrière d'abord les souverainistes Pasqua-Villiers, Chevènement, bon, enfin, c'était la même famille, hein, les deux rives du souverainisme. Oui. Et j'ai fait ardemment campagne contre la Constitution européenne lors du référendum en 2005. Non, mais je vous demande ça simplement parce que dans votre programme, tout est de la faute de l'Europe. Quand on lit augmenter les salaires, il faut qu'on sorte de l'Europe. Pour améliorer les services publics, il faut qu'on sorte de l'Europe. Pour l'emploi, il faut qu'on sorte de l'Europe. Il faut qu'on sorte de l'Europe. Il faut qu'on sorte de l'Union européenne, bien sûr. Tous ceux qui vous disent je vais changer l'Europe, il n'y en a pas un qui vous dit je vais la conserver. Ça serait difficile parce que c'est tellement un échec que c'est compliqué de dire je vais la conserver. Mais l'Europe, l'Union européenne, on s'y soumet ou on la quitte. Je crois qu'aujourd'hui, on doit en être clairement convaincu. Et moi, je dis c'est pas un drame de la quitter, c'est une chance et c'est une espérance et c'est même une exigence. Pierre Larouturou, vous êtes contre, vous dites qu'il ne faut pas quitter l'Europe, la refonder. Vous aimez l'Europe. Votre premier souvenir européen, c'est lequel, par exemple ? Un voyage en Allemagne. Moi, je suis béarnais. Je me sens revivre quand j'arrive dans mes Pyrénées. Rien que l'odeur va. Donc vraiment, je suis enraciné dans les Pyrénées. Mais j'ai une de mes tantes qui a épousé un Allemand qu'elle avait rencontré en Espagne. Et mon premier souvenir, c'est aller en Allemagne. Et c'était juste génial. On joue au ping-pong avec des copains. Et donc, pour moi, je suis en même temps béarnais, en même temps français. Quand j'entends la Marseillaise, j'ai des frissons dans le dos. Et en même temps européen. Et je pense qu'il y a des sujets qui se règlent au niveau du Béarn ou de l'Occitanie. Il y a des sujets qui se règlent au niveau français. Il y a des sujets qui ne peuvent se régler qu'au niveau européen. Par contre, c'est vrai que depuis 20 ans, l'Europe fait complètement fausse route. Je pense que Schuman et Adenauer, ceux qui ont fait naître l'Europe, doivent se retourner dans leur tombe. Schuman et Adenauer, ils n'étaient pas là pour faire un grand marché. Ils étaient là pour permettre la paix et la prospérité. Quand Schuman et Adenauer décident de faire le charbon et l'acier, tous les grands patrons d'industrie sont furieux. Parce que ça fait des décennies qu'on se faisait la guerre, et à chaque fois qu'on gagnait la guerre, on prenait le charbon et l'acier de l'autre pour taper encore plus fort. Et en 2 semaines seulement, sans consulter les actionnaires des entreprises, ils ne savaient même pas combien il y avait d'entreprises concernées, Schuman et Adenauer disent, on va faire un truc énorme pour être sûr que la guerre n'est plus possible, on va mettre ensemble le charbon et l'acier. Et derrière, il y a 6 mois de négociations. Et donc moi, ce que j'aime dans l'Europe, c'est quand il y a une capacité à se mettre au service du bien commun. L'Europe, pendant 20 ans, elle a protégé les revenus des paysans. Moi, j'ai des paysans dans ma famille. On sait, par exemple, dans les Pyrénées, que les gens qui font du lait, pendant 20 ans, grâce à l'Europe, ils vivaient bien, sans 1 gramme de subvention. C'est pas l'Europe qui a décidé de foutre en l'air ça. C'est un certain Bruno Le Maire, qui était ministre français, qui en 2005 a dit « on n'en a rien à faire de ces outils, on va laisser faire le marché libre ». Vous dites Bruno Le Maire est responsable. Moi, je n'exonère pas Bruno Le Maire de ses responsabilités. Il a approuvé cela. Mais c'est une décision européenne qui a supprimé les quotas. Si la France avait dit non. Si la France avait dit non. Quand François Hollande est arrivé, il était président de la République quand même. Il est arrivé en 2012 à l'Élysée, il a dit « je vais renégocier le pacte budgétaire européen ». Et au bout de 3 mois, il s'était fait élire même là-dessus. Au bout de 3 mois, il n'a rien renégocié du tout et il l'a fait ratifier tel quel, parce que Mme Merkel lui avait dit, pour changer une virgule des traités européens, il faut l'unanimité des États membres. Premier mensonge. Si, pour modifier, il faut l'unanimité des États membres. Vous avez une prime tous les 5 gros mensonges. Non, alors comment dites-moi comment les traités. Dire qu'on ne peut avancer qu'à l'unanimité, c'est juste faux. Le fait que quand on va en Espagne, on n'est pas obligé d'avoir 8 heures d'être arrêté à la douane, on peut circuler plus facilement. C'est ce qui se passait avant, peut-être. Il a suffi de commencer à 5 pays. Objectivement, vous vérifiez, on a commencé avec 5 pays, puis l'année suivante on était 8, et maintenant on est 26. Donc ça veut dire que si un certain nombre de pays décident d'avoir un projet beaucoup plus ambitieux, et plus social... Et c'est où Schengen maintenant ? Pardon, on va en reparler de Schengen. Non mais dites-moi, parce que moi je sais. Mais quand vous dites que l'Europe... Le contenu de Schengen, monsieur, c'est où maintenant ? Monsieur, quand vous expliquez, en gros, l'Europe, on ne peut pas la bouger, donc il faut la quitter. C'est dans le traité d'Amsterdam. Pardon, je connais un peu les traités, merci. Non, mais est-ce que vous pensez qu'on peut modifier Schengen comme ça ? Excusez-moi, ça veut dire que même la Cour de justice, quand on a commencé à vouloir limiter quand on a voulu limiter la spéculation, ou bien on ne s'écoute pas du tout, et c'est le bazar pour les gens qui nous écoutent. Je vous ai écouté, je suis en désaccord avec vous, mais je vous écoute. C'est le principe de la démocratie, ok ? Si vous alliez parfois au Parlement européen, vous sauriez qu'on s'écoute. Monsieur, vous cessez de m'attaquer sur la question de comment calmer la spéculation. Est-ce qu'on peut ou non calmer la spéculation ? On va vers une crise financière dramatique. On n'a tiré aucune leçon de 2008. On peut avoir n'importe quand une nouvelle crise financière. Même le FMI nous dit que la prochaine crise sera beaucoup plus grave que 2008. Et nous, on veut faire une séparation des banques. Il n'y a pas besoin de l'unanimité. Depuis 5 ans, Juncker et ses amis banquiers, il faut être hélas depuis 15 ans, c'est la droite, et pas n'importe quelle droite, la droite qui est amie des banquiers, qui est au pouvoir. Juncker et Barroso, depuis 15 ans, n'ont rien fait. Mais ça veut dire qu'on peut très bien avoir une vraie séparation des banques. On peut avoir une fiscalité pour taxer les bénéfices avec juste 9 pays. On va débattre de tout ça. On peut répondre. Allez-y, terminez. Il faut qu'on avance. Vous allez avoir le temps de répondre. Vous n'avez pas connu le franc, vous ? On m'a jamais dit 10 francs, s'il vous plaît. Enfin, non, ça, je connais pas. Vous en pensez quoi de l'euro ?
Ça a énormément augmenté du coup les prix, etc. Ça a l'air que du coup quand même plus cher que le franc. Tout a augmenté, mais tout est cher. C'est carrément hallucinant, quoi, par 2 ou par 3, quoi. C'est sûr que ça a augmenté, mais je sais pas ce qui serait passé avec le franc. Je regardais les prix de l'immobilier en 99 et aujourd'hui, et, un château ça valait 900 000 francs, je crois, donc 150 000 euros. A priori, dans le quartier, à 150 000 euros, on peut pas se loger. Moi, je suis pas vraiment pour l'euro. La monnaie locale est à privilégier de plus en plus, mais on en est un peu loin. La France gagnerait à justement récupérer une certaine souveraineté sur sa monnaie. Moi, l'avantage que je trouve à l'euro, c'est que du coup, on va n'importe où en Europe, presque. C'est utilisable. Si je pars en vacances à gauche à droite, j'ai pas besoin de faire un taux de change. Comme quand on va en Angleterre, par exemple. Donc vous, Florian Philippot, vous dites l'euro, il faut en sortir, il faut un retour à un franc, une nouvelle monnaie. Les économistes, et notamment beaucoup de prix Nobel, pour répondre à votre question, disent justement qu'il faut quitter rapidement, le plus rapidement possible, cette monnaie unique et reconstruire une nouvelle monnaie nationale adaptée. Là, aujourd'hui, nous avons un énorme problème. La Grèce l'a vécu. L'Italie aussi le vit. L'Italie n'a même pas pu nommer le ministre de l'économie qu'elle souhaitait. Parce que je vous le rappelle, souvenez-vous, le président de la République italienne a dû changer son plan parce que c'était un ministre anti-euro. Et pourquoi ? Parce que si vous êtes en permanence sous le chantage, l'épée de Damoclès d'une banque centrale que vous ne contrôlez pas, eh bien vous ne contrôlez pas non plus votre circuit bancaire et votre circuit monétaire. Et vous vous retrouvez en réalité en permanence en capacité d'avoir le bras tordu par une banque centrale qui pourrait vous diriger dans telle ou telle direction qui lui convient et refuser telle ou telle direction qui ne lui convient pas. Moi, je refuse en démocratie de vivre sous ce chantage et j'aimerais effectivement que nous ayons une vraie monnaie adaptée à notre démocratie et à notre compétitivité. La politique monétaire est conduite par l'Union européenne. Deux choses très intéressantes, parce que la Grèce, effectivement, a beaucoup souffert depuis 10 ans et que l'Europe s'est très mal comportée, qu'on a fait payer aux Grecs alors qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts. Et malgré ça, 90% des Grecs ne voulaient pas sortir de la zone euro. Alors que ils avaient dit non par référendum, monsieur. Peut-être que tout le monde se trompe, mais excusez-moi. Ils ont dit non par référendum, mais monsieur Tsipras s'est assis dessus. Non, ils ne voulaient pas sortir de la zone euro. Et donc, sur la question de l'euro, la question leur a pas été posée. Il a fallu 30 ans pour construire cette monnaie unique, qui maintenant est au même niveau de puissance que le dollar ou que la monnaie chinoise. Est-ce qu'on fait tout péter sous prétexte que ça ne marche pas très bien? Ça veut dire quoi un degré de puissance pour une monnaie? Ça veut dire que, y compris quand la Banque centrale crée 2600 milliards, la monnaie ne s'effondre pas. Voilà. Ça veut dire que cette monnaie est reconnue. Ça, c'est le quantitative easing. Excusez-moi, mais ça veut dire que c'est une puissance. Vous ne pouvez pas contester le fait qu'on ait une monnaie qui est puissante, qu'on a fait des efforts pendant 30 ans. Ok, mais moi je pense que si on revient au CSTR, une monnaie ne doit pas être puissante, une monnaie doit être au service de l'économie. Mon sujet, c'est aujourd'hui, on a pris 30 ans pour arriver à faire une monnaie unique. Est-ce qu'on est capable d'utiliser cette puissance pour la mettre au service du bien commun, pour créer des emplois, pour améliorer le financement des retraites, ou est-ce qu'on fait tout péter sous prétexte comme un enfant qui fait un caprice? Mais non, parce que c'est pas exactement ce qu'on veut. Elle ne peut pas fonctionner. Transition toute trouvée, on va avancer quand même sur le débat. Depuis tout à l'heure, on parle de l'Europe. C'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes complètement enflammé depuis tout à l'heure, mais ça n'intéresse pas tellement les Français. Vous êtes d'accord? Ça n'intéresse pas tellement les Français. Et pourtant, 33 listes qui vont se présenter aux élections européennes. Les Français sont déçus parce vous savez, on a fait 2 fois un référendum sur l'Europe. À chaque fois, il y a eu 70% de participation. Oui, mais enfin bon, si je vous donne les chiffres de la dernière européenne, 40% des Français qui vont voter. C'est un autre problème. C'est quoi le problème? C'est pas le sujet européen qui intéresse pas. Je pense que chacun votre tour, monsieur Larouturou. Je crois que l'Europe a beaucoup déçu depuis 20 ans, qu'elle a trahi ses valeurs, qu'elle a trahi ses engagements. Il y a 5 ans, j'ai fait un livre avec Michel Rocard, l'ancien Premier ministre socialiste. Il ne voulait même pas qu'on mette 15 pages sur comment changer l'Europe. Même Michel Rocard, qui avait été un grand européen, me disait Pierre, plus personne ne peut y croire. Il m'avait fallu 1 heure pour lui remonter le moral. Donc l'Europe a accumulé les trahisons et les déceptions depuis 15 ans. Oui, c'est une vérité, mais c'est pas une raison pour tout foutre en l'air. C'est une raison pour réorienter l'Europe. Et ce que je dis, c'est que ce que je viens de dire, qu'on est archi déçu par l'Europe, des millions d'Allemands pensent la même chose, des millions d'Espagnols, des millions d'Italiens, de Belges. Ils vont voter que nous. Pardon? Ils vont quand même plus voter que nous. En France, on est peut-être un peu plus sanguin. En tout cas, oui, hélas, il y aura beaucoup d'abstention, mais ça n'est pas une raison pour... Voilà, au lieu de dire rien ne va bien, je me referme juste sur ma tartine, mon boulot, ma petite famille, si on a compris qu'on va vers un monde dangereux, qu'on va vers une crise financière pire que 2008, qu'on va vers le chaos climatique, qu'on va vers des gros... Oui, un pays tout seul a du mal à se protéger. L'Europe, si on redémarre à 9 ou 10, peut être un moyen de nous protéger vraiment. Alors, mais on verra bien, l'élection se fait le 26 mai, je crois qu'on va rentrer là dans 2 semaines et demie de vraie campagne. Quand on explique aux Français
les causes réelles de leur désarroi devant la politique depuis des décennies, je pense que ça les intéresse beaucoup. Je vous ai dit, au référendum, ils se sont passionnés, souvenez-vous de la passion qu'il y avait pour la Constitution européenne, et ils ont beaucoup voté. J'ai voté non en 2005. J'ai voté non en 2005. Mais oui, très bien. Mais moi cette Europe va dans le mur. Ah, ben voilà quelque chose qui vous rassemble. Mais je vais vous dire, la raison n'est pas de tout casser. Moi, j'ai pas un projet en disant ça va être demain la catastrophe. Vous venez de nous faire un tableau apocalyptique. Alors là, c'est vrai qu'on reste chez soi, on vote plus. Non, moi, je pense qu'on peut s'en sortir. Je pense que la France, elle a des atouts extraordinaires. Qu'on est d'ailleurs un pays mondial. Ce qu'on oublie, on a la francophonie, on a l'espace maritime gigantesque, on a l'outre-mer. On est quand même respecté. Simplement, moi, je suis favorable à ce qu'on se réouvre au monde. Parce que vous raisonnez un peu sur 1957, où on est toujours obligé de faire des coopérations avec l'Italie, l'Allemagne, ça. C'est bien, j'adore ces pays-là, j'aime beaucoup y aller, ce sont des beaux pays, ils ont des vraies cultures, mais le monde aujourd'hui est beaucoup plus vaste. Et on doit pouvoir coopérer aussi avec la Chine, le Brésil, les puissances émergentes d'Afrique, les États-Unis, la Russie, le Japon, etc. Enfin, comme vient de le faire l'Italie avec la Chine en étant dans l'Europe. Mais non, mais l'Italie, vous verrez que l'Italie est en récession. Eh ben oui, et l'immigration d'Italie ne baisse pas. Si vous regardez les chiffres réels, l'immigration ne baisse pas. Ils ont arrêté quelques bateaux, mais le gros de l'immigration ne baisse pas parce qu'ils sont justement coincés dans l'Union européenne. Ils auraient mieux fait d'en sortir. Mais ça, bon, malheureusement, ils vont s'en rendre compte un peu tard. Mais globalement, oui, on peut coopérer quand c'est nécessaire sur des projets culturels, industriels, technologiques. Moi, j'y suis à fond favorable. La France a pris un retard considérable dans l'intelligence artificielle, le numérique. On doit pouvoir miser là-dessus. Donc, vous voyez, je suis optimiste, mais pas le faire dans un cadre fédéral ou supranational où on n'a plus aucun levier et donc plus aucune démocratie. On a plein de leviers. C'est parti, Florent Philippot, est-ce que vous parlez anglais? Oui. Pierre Laroutourou? Oui. Est-ce qu'il faut supprimer l'ENA, Pierre Laroutourou? On peut, mais si c'est pour remplacer par une autre école identique, ça n'a pas trop d'intérêt. Florent Philippot? La réformer, mettre plus de stages, mais garder le concours républicain, parce qu'il faut bien l'égalité et non pas la cooptation. Florent Philippot, vous pouvez me donner la capitale de la Bulgarie, s'il vous plaît? Sofia. Et vous, de Malte, Pierre Laroutourou? Je ne sais pas. La Valette. Est-ce que vous avez Instagram l'un et l'autre? Oui. Très bien. Le 9 mai, c'est la fête de l'Europe. Florent Philippot, vous allez faire la fête avec qui? On va faire sa fête à l'Europe, ouais. D'accord. Et vous, Pierre Laroutourou, vous ferez la fête? On va se faire à Strasbourg la fête de l'Europe avec des gens de plein de pays. Pour le 9 mai. Pierre Laroutourou, les trottinettes en libre accès en pleine ville, c'est ridicule ou c'est bien? Vous avez déjà pris? C'est le bazar sur les trottoirs. Non, je suis plutôt Vélib et je trouve que c'est un peu le bazar sur les trottoirs. Florian Philippot sur une trottinette? Non? Jamais? J'ai pas encore fait, non. D'accord. Pierre Laroutourou, vous voterez Anne Hidalgo pour les prochaines municipales à Paris? Probablement, oui. Et vous, Florian Philippot, vous serez candidat à Forbach pour les prochaines municipales? Oh là là. En 2020? Non, je serai pas. Enfin, on verra. C'est possible. J'ai même pas du tout réfléchi à la question. D'accord. Je serai peut-être sur la liste en soutien, mais pas. D'accord. Florent Philippot, est-ce que vous avez une idée du prénom du Royal Baby qui vient de naître? C'est It's a Boy. Oui, He's a boy. He's a boy. C'est son prénom et vous? Non, j'ai juste vu ça sur Twitter avant de venir, mais j'ai pas vu le prénom. C'est pour savoir si on travaille pendant la journée. On travaille pendant la journée. Mais non, je le connais pas non plus, donc voilà. Merci à vous deux. Nouveau numéro d'Europe Moi Si Tu Peux, c'est terminé. C'était chaud, il y a eu du débat. Et on continue le débat dans les commentaires. Vous êtes pour ou contre l'euro, vous? Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous, bisous.